L'agriculture actuelle est confrontée à un triple défi, nourrir plus de monde, avec moins d'énergie fossile, sans polluer. On ne voit pas très bien comment on pourra résoudre ce triple défi, enfin ça paraît vraiment difficile à relever. On nous propose actuellement ce que j'appellerais la voie moderniste, c'est-à-dire les logiciels d'aide à la décision, le guidage par satellite, le télégonflage, l'agriculture de précision d'une façon générale. Ce sont des choses intéressantes, il ne faut pas les rejeter, mais on peut légitimement douter de la capacité de cette agriculture moderniste à résoudre les problèmes qu'elle a elle-même en partie posés. Donc voilà, ça c'est le... Donc ça, j'ai cultivé ça en céréales pendant des années et des années. Et puis il y a 3 ans, j'ai remis ça en herbe. Enfin même il y a 4 ans, j'ai remis ça en herbe et puis j'y ai planté des arbres fruitiers. Alors il y a pommier, poirier, châtaignier, noyer. Et tu vois, des arbres hautes tiges, hein, des grands arbres. Joseph Poussé, je me suis installé sur la ferme où nous nous trouvons maintenant en 1979. J'ai cultivé des céréales essentiellement, j'avais pas d'élevage. Et à côté, j'ai fait, en tant qu'agriculteur conseiller, si on peut appeler cela comme ça, j'ai fait un travail de recherche et de vulgarisation pour promouvoir une bonne agriculture naturelle qui en gros s'appuie sur le cahier des charges de la culture bio. J'ai pris ma retraite au début de l'année dernière, donc 2022. J'ai gardé 4 hectares au titre de ce qu'on appelle ici la parcelle de subsistance et je continue le travail de recherche et de vulgarisation auprès des gens qui le souhaitent et avec les organismes que ça intéresse. Je suis né sur une petite ferme dans la région de Rennes. Mes parents avaient moins de 10 hectares, ils étaient fermiers, donc c'était des gens très pauvres. Et j'ai eu la chance, suite à différentes circonstances, de faire des études assez longues, ce qui était rare dans mon milieu à l'époque. Donc j'ai fait l'ENITA de Bordeaux, dont je suis sorti en 1974, et déjà à cette époque, j'étais sensible à la nature. J'aimais beaucoup les haies, j'aimais marcher dans la nature, découvrir les nids des oiseaux, etc. Et alors j'étais sensible aussi au fait que les petits paysans, comme l'étaient mes parents, avaient beaucoup de difficultés parce que c'était l'époque où l'agriculture s'intensifiait, la production augmentait et parallèlement les prix diminuaient. Le marché était de plus en plus pourvu et donc les prix diminuaient. Et à ce moment-là, ça a été le début de l'exode rural. Les gens sont partis parce que peu à peu, parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre. Et ceux qui restaient avaient beaucoup de mal. Et mes parents faisaient partie de ceux qui sont restés et qui ont eu beaucoup de mal. Ça a été un des pôles de ma réflexion. Est-ce qu'on peut inventer, entre guillemets, une agriculture dans laquelle le petit paysan peut vivre? Et le deuxième pôle, c'était de voir les haies qui disparaissaient. Les rivières qui se polluaient. Moi j'allais à la pêche et puis je voyais bien que les poissons disparaissaient petit à petit dans la rivière. Il y avait de moins en moins de truites, de moins en moins d'écrevisses. Donc ces deux pôles, la défense des petits paysans et la défense de la nature, m'ont conduit à rechercher un type d'agriculture qui pouvait résoudre ces deux problèmes, enfin ou essayer de les résoudre. Et c'est ce qui fait que je me suis orienté vers une agriculture naturelle, c'est-à-dire une agriculture dans laquelle on n'utilise pas de produits toxiques, pour faire court, et où les produits sont vendus plus cher parce qu'ils ont été plus chers à produire, et donc ça peut permettre aux petits paysans de rester à l'éther en leur assurant un revenu. Alors, qu'est-ce qu'un engrais vert ou un couvert végétal, puisqu'on estime que c'est la même chose? C'est la chose suivante. Les plantes sont des êtres vivants, et tout être vivant cherche à améliorer le milieu où il se trouve à son profit. Nous, on se construit des maisons confortables, les oiseaux qui vont bientôt nicher font des nids,
les serpents se mettent dans des trous là où il fait bon, etc. Chaque être vivant essaye de se construire un environnement qui lui est favorable, ou se trouve un environnement qui lui est favorable. La plante fait la même chose. La plante qui vit avec les racines dans le sol et puis les parties aériennes dans l'air, par définition, eh bien, elle essaye de construire un milieu qui lui est favorable. Et si elle ne l'est pas, elle essaye de l'améliorer quand c'est possible. Alors, un exemple, dans les terrains maigres des Landes bretonnes, ou pas bretonnes d'ailleurs, il y a des genêts et des ajoncs. Ces genêts et ces ajoncs poussent dans un milieu difficile, un milieu souvent humide et très acide. Et puis où il n'y a pas beaucoup d'azote. Donc l'azote, il faut le trouver. Et elles le trouvent d'une façon qui est bien connue maintenant, en hébergeant dans leurs racines des micro-organismes qui sont capables de fixer l'azote de l'air. Elles appartiennent à la famille dite des légumineuses, ou fabacées, maintenant on a changé le terme. Donc ces plantes sont capables de fixer l'azote de l'air par le biais des micro-organismes qu'elles hébergent dans leurs racines. Ces micro-organismes ne travaillent pas bénévolement, ils sont payés, ils reçoivent du carbone que la plante fixe dans l'air et qu'elle leur transmet par ses racines. Donc c'est une association à bénéfice réciproque. L'engrais vert, c'est ça, c'est une plante qui améliore le sol à son profit. Donc c'est ainsi que la plante peut améliorer, enfin ce sont juste quelques exemples qui montrent comment la plante peut améliorer le milieu de vie à son profit. Or, nous, agriculteurs, qu'est-ce qu'on fait? On cultive des plantes, mais ces plantes ne sont pas toujours très fortes, hein. Elles sont souvent fragiles, ces plantes. D'ailleurs, là, on pourrait faire une petite parenthèse. On parle souvent de mauvaises herbes. Des herbes qui sont mauvaises, mais ça n'existe pas dans la nature, des herbes qui sont mauvaises. Chaque plante vit sa vie comme nous, et puis point final, il n'y en a pas qui sont méchantes et d'autres gentilles. On appelle mauvaises herbes, nous autres, agriculteurs, les plantes qui nous gênent. On les a qualifiées de mauvaises. Et c'est un phénomène récent, parce que l'agriculture, ça a à peu près, soi-disant, 10 000 ans ou 12 000 ans. Et l'espèce humaine qui nous ressemble, elle a en gros 2 millions d'années. 2 millions d'années, si on fait le rapport entre 2 millions et 10 000, et si on dit l'espèce humaine a 24 heures, eh bien l'agriculture n'apparaît que 5 minutes avant minuit. Donc l'agriculture, c'est une activité très récente. Mais c'est à partir de ce moment-là que la notion de mauvaises herbes est apparue. Nos anciens, avant l'apparition de l'agriculture, pouvaient parler quelquefois de plantes toxiques, avec lesquelles ils pouvaient s'empoisonner. Mais ils n'appelaient pas ça des mauvaises herbes, ils appelaient ça des plantes peut-être dangereuses, enfin je ne sais pas trop comment ils qualifiaient ça. Mais en tous les cas, la notion de mauvaise herbe, c'est une notion récente, moderne, qui est apparue avec l'agriculture. Alors certains disent, oui, finalement, vous avez raison, cette histoire de mauvaise herbe, c'est pas un bon terme. Donc on va parler d'adventice. Alors moi je veux bien, ça m'arrive aussi d'en parler, mais l'adventice, si on y regarde de près, ça vient du latin ad venire. Ad venire, ça veut dire venir de l'extérieur vers l'intérieur. Donc l'adventice, c'est la plante qui était à l'extérieur et qui vient à l'intérieur dans nos champs et qui nous gêne. Mais si on y regarde de près, qu'est-ce qui est dans nos champs et qui vient de l'extérieur? C'est souvent les cultures. Les pommes de terre viennent d'Amérique du Sud, le blé du Moyen-Orient, les pommiers, paraît-il, du Caucase, etc. Donc, la plupart du temps, les plantes que l'on cultive sont des adventices au sens exact du mot, c'est-à-dire qu'elles viennent de l'extérieur et, en fait, elles n'ont rien à faire dans nos champs. Ce qui est dans nos champs, ce sont des plantes indigènes. Et nous, on les qualifie d'adventistes parce qu'on ne voudrait pas les voir. Mais sur le plan scientifique, c'est pas sérieux. L'adventiste n'est pas celle qu'on croit. Là, donc, il y a très peu de graminées. C'est une rase. La terre est super dure. On a du mal à rentrer. Tu vois, on est de suite dans du dur. Dessous. Et là, si on prend les... Tu vois, on est en surface là en fait. On n'est pas très profond.
On est au premier centimètre. Et de suite, on arrive sur une zone qui est compacte. La seule porosité, elle est faite par des tubules de vers de terre. Ici, comme il n'y a pas beaucoup de carbonate et que c'est un sol lessivé, les anéciques sont très petits. Tu vois, la grosseur du tubule, il est vraiment petit, du vers de terre. Alors que tu as des sols avec des carbonages argilo-calcaires ou des loess. On peut avoir des anéciques gros comme le doigt, là. Ici, il n'y en a pas. C'est un vieux sol. Et du coup, tu vois, là, il est peu exploité par les racines. Un petit peu, ça rentre, alors que ça fait longtemps qu'il y a des herbes qui poussent ici. Donc il est très très compact. Malgré qu'il soit sec, il a une couleur un peu sombre. Donc c'est les restes de matière organique, ça, que tu as à l'intérieur. Tu vois, il est pas super clair en fait. Il pourrait être beaucoup plus clair. Si c'est frite comme ça, en fait, c'est pas lié à la structure, c'est à la texture. C'est parce que c'est limoneux-argileux, il y a essentiellement que des limons. Donc ça donne ce côté un peu comme c'est une texture un peu grossière par rapport aux argiles, et bien ça s'effrite un petit peu. Donc du coup, on est sur un sol qui a besoin d'un travail du sol mécanique en fait. Ce sol-là. Il aura du mal à se régénérer uniquement avec l'activité de la flore. Surtout la flore ici, elle est hyper dégradée. Ortie, renoncule, trèfle blanc, chardon, pissenlit et la petite graminella, je ne sais pas ce que c'est, mais elle fait très peu de racines en fait. Donc les tissus racinaires sont surtout sur les premiers centimètres. Ils n'arrivent pas à rentrer en profondeur parce qu'il n'y a pas d'air. Le sol est compact, du coup il n'y a pas d'air. Du coup ici je vais essayer de faire un travail du sol en surface pour scalper et derrière mettre un radis asiatique, un radis daikon, et après derrière le radis daikon un métail d'orge vesse pois. Voilà quoi, on a aussi du liseron. Tout le monde est là quoi, pour témoigner qu'en fait ce sol là il ne peut pas porter de légumes dans l'état où il est, où il fera de mauvais rendements quoi, si on les porte. La mauvaise herbe, on a vu, c'était pas un bon terme. L'adventice, pas trop non plus. Comment on peut qualifier la plante spontanée? De plante spontanée, tout simplement, ou plante indigène. Les véritables adventices sont les cultures, et en fait, on veut que les plantes indigènes dégagent, parce qu'elles nous gênent. Mais l'engrais vert, pour en revenir à l'engrais vert, ces plantes indigènes sont les premiers engrais verts, c'est-à-dire que ce sont les plus aptes à enrichir le sol, puisqu'elles sont adaptées au terrain que l'on cultive, et donc ce sont elles à la limite qui devraient servir d'engrais vert. Oui, j'appelle ça l'engrais vert du bon Dieu. Enfin, l'expression n'est pas tout à fait de bois. Effectivement, la plante spontanée, c'est l'engrais vert du bon Dieu, c'est le meilleur. Le meilleur engrais vert, c'est la plante spontanée. Mais évidemment, si on a des plantes spontanées, on n'a pas les cultures, donc il faut choisir. Donc on choisit d'enlever la plante spontanée, qui est le meilleur engrais vert, et puis on met à la place d'autres plantes auxquelles on donne le rôle d'améliorer la fertilité du terrain. Ce sont des plantes qu'on ne récolte pas, les engrais verts ou les couverts végétaux, des plantes qu'on ne récolte pas, mais que l'on cultive pour améliorer le terrain, pour que nos pauvres plantes adventices, c'est-à-dire les cultures, puissent subsister. Donc on met des plantes engrais verts en fonction de la nature du terrain, en fonction des cultures que l'on pratique, en fonction de tout un tas de critères pour essayer de choisir les meilleurs d'entre eux. Mais pour en venir à la flore spontanée, quand c'est possible, il faut laisser la flore spontanée jouer son rôle. Elle est vraiment le meilleur engrais vert. Mais pour qu'elle ne soit pas envahissante, il faut la tenir en laisse, si je puis dire, ne pas la laisser trop se reproduire, ne pas la laisser faire trop de graines, en éliminer certaines au profit d'autres, etc. C'est toute une démarche qui demanderait de longues heures d'exposés et de débats, mais il faut retenir ça. Je crois en substance, l'engrais vert est une plante que l'on cultive non pas pour la récolter, mais pour améliorer la fertilité du terrain.
Le meilleur engrais vert, c'est la plante spontanée, mais on ne peut pas lui donner trop d'importance parce qu'elle devient gênante. Et donc, il faut choisir ses engrais verts en fonction du terrain, du climat, etc. Là, il y a tout un tas de choses à développer. Let's go. Alors 2 mois et demi après, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est plutôt sur une jachère qu'un engrais vert. L'amarante a prédominé. Ici, si on a moins d'amarante, c'est parce que ça a été ressemé à cause de l'altise. Et du coup, ça a quand même fait son travail tant bien que mal. Ça a quand même récupéré de l'azote, du moins espérons-le. L'endroit est très chaotique, donc il ne se prête pas encore à une culture de vente. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de réintroduire à nouveau un engrais vert, donc un mélange, un métail, pour la saison du printemps, en espérant que derrière le métail, on pourra mettre les salades. On verra ça. Alors qu'est-ce que c'est cet engrais vert? Donc c'est un mélange de légumes et de graminées, de légumineuses et de graminées. On a vesse, fèves-rolles et blé à l'intérieur. Donc on va essayer d'apporter des sucres et des protéines pour nourrir notre petit monde de microbiens qui va favoriser la fabrication du sol, quoi. Alors les engrais verts donc, jouent plusieurs rôles. Ils améliorent la structure, ils peuvent enrichir le terrain en azote, ça c'est la famille des légumineuses qui s'en occupe, hein, ou des fabacées. Et puis ils peuvent aussi jouer d'autres rôles. Ils améliorent l'infiltration de l'eau, et donc à ce moment-là, ils évitent que le sol s'asphyxie. Le sol s'asphyxie quand l'eau y rentre et qu'elle n'en sort pas. Quand il y en a trop, à ce moment-là, ça baigne, comme on dit, hein. Et si ça baigne, eh ben, ça veut dire que les micro-organismes qui ont besoin d'air ne peuvent plus vivre. Donc ça, c'est aussi un des rôles des engrais verts, c'est de permettre une meilleure infiltration de l'eau. Et puis on peut aussi leur donner d'autres rôles. Celui, par exemple, de limiter la propagation des maladies. Quand on cultive du blé en culture pure, eh bien, il peut être malade de tout un tas de choses, hein, de la rouille, de l'idiome, etc. Et s'il est mélangé avec une autre plante, la transmission du champignon est moins rapide et moins importante. Donc c'est une façon de limiter aussi la végétation du blé, et c'est une raison pour associer le blé avec un engrais vert. Alors, c'est pas seulement une plante qu'on associe à la culture, c'est une plante qui a un rôle précis à jouer, ou des rôles précis à jouer. Donc évidemment c'est une plante compagne, une plante associée, mais dans des conditions particulières. Ils peuvent aussi améliorer l'activité biologique du terrain. C'est-à-dire que ce sont donc des plantes, et comme toutes les plantes, ils ont une flore associée aux racines qu'on appelle la rhizosphère. Donc ces micro-organismes qui vivent autour des racines. Donc ça permet de maintenir ensemencée, entre guillemets, la terre en micro-organismes. Ça sert aussi de nourriture pour les vers de terre. Donc ça entretient toute l'activité, ça contribue à entretenir l'activité biologique du terrain. Ça protège le terrain des intempéries, hein, de la pluie, du dessèchement du soleil. Ça permet aussi une continuité dans l'usine du sol, parce que une chose qu'on oublie souvent, c'est que le sol fertile, c'est un peu comme une usine, hein, qui consomme des matières premières, par exemple des matières organiques, qu'elle transforme en humus, etc. Et puis cet humus se minéralise. Hein, c'est les fameux coefficients K1 et K2 qu'on apprend dans l'enseignement agricole. Hein. K1, c'est tel pourcentage de telle plante donne de l'humus. K2, c'est tel pourcentage de l'humus se minéralise chaque année et se transforme en élément nutritif. On a besoin de cette minéralisation K2. L'objectif qui consiste à faire en sorte qu'on stocke du carbone dans le sol, enfin qu'on le stocke sous forme d'humus, et on dit il faut que l'humus se décompose le moins possible, parce que sinon il y a libération de carbone. C'est pas une bonne méthode en agronomie, ça. En agronomie, on essaye d'avoir des sols à bonne teneur en matière organique, évidemment, donc on stocke du carbone, mais ce n'est pas un carbone fossile, c'est un carbone qui va servir à nourrir les plantes. Donc chaque année, il y en a un petit pourcentage qui est minéralisé, et ce pourcentage minéralisé, il est compensé en même temps par une fixation de carbone de l'air par les cultures et par les engrais verts. Donc il y a un roulement entre les deux, il y a un cycle. Mais c'est vrai que le niveau de matière organique de beaucoup de sols à l'heure actuelle est trop bas,
Il est trop bas pour des tas de raisons qu'on connaît, parce qu'on a détruit les stocks d'humus du sol, hein, par des excès d'engrais chimiques, par des compactages, parce qu'on ne restitue plus de matière organique sous forme de fumier, l'élevage a disparu. Bon, tout ça c'est bien connu, tout le monde sait ça, enfin tout le monde, tous les gens qui s'intéressent à ça le savent, mais comment dire, il faut pas oublier que l'humus dans la nature, c'est pas un truc fait comme ça pour décorer, c'est fait pour nourrir les plantes. Donc il faut qu'il y ait une minéralisation de l'humus. Et les engrais verts permettent de contribuer à cette minéralisation. C'est structuré, grumeleux, et on est en plein hiver, c'est-à-dire que l'activité biologique est au plus bas en fait des sols. Quand la chaleur va revenir là, au mois de mars, et que l'activité microbienne va se remettre en place, que les plantes vont démarrer, ça va avoir un effet encore plus structurant sur le sol en fait. Le sol va se restructurer à fond. Il y a quelques traces de l'ancien engrais vert en fait, tu vois. Mais ça on s'en fout en fait, on voulait pas que ça reparte. Ça s'est dégradé et c'est en train de nourrir l'autre. Par contre, ce qu'il y a de chouette, c'est ça en fait. Le blé là, parce qu'on a mis la vesse et la féverolle. Tu vois, c'est ces trois là en fait qui sont bien. Ils sont relativement propres, tu vois, il n'y a pas trop de mauvaises herbes. Tu vois, avec toute l'eau qui est tombée. Avec toute l'eau qui est tombée, ça reste, regarde. Je le tasse un peu avec les doigts, mais tu vois, si aux endroits où je tasse pas avec les doigts, ça respire. Et il est tombé. Et en plus, tu as la serre là qui a certainement amené de l'eau. Ouais. Et du coup, malgré tout, c'est super structuré d'ailleurs ça. Tu vois, les sols, si tu travailles sur l'air qui est à l'intérieur et que tu construis cette porosité par l'activité biologique des racines, tu as une putain de résilience de malade en fait. Imagine la résilience que tu as. Il est tombé peut-être 70 mm d'eau en quelques heures. Ouais. On n'est même pas 10 heures après la dernière goutte d'eau, quoi, là, tu vois, même pas. On peut comparer le sol à une sorte d'usine. Et cette usine, donc, elle permet de stocker des matières organiques, elle leur permet de se décomposer. Et elle n'est pas maîtrisée par l'agriculteur. C'est-à-dire que si moi je dis toc, je veux que l'usine du sol s'arrête, ça ne va pas servir à grand chose, hein. Elle va continuer si elle en a envie. Et puis si je lui dis, ah ben il faut que tu te mettes en route parce que j'ai une culture là qui a besoin d'éléments nutritifs. Donc usine du sol, s'il te plaît, mets-toi en route. Ben non, ça ne marche pas comme ça. L'usine du sol, elle a son propre fonctionnement qui est très compliqué et qu'on ne connaîtra jamais tout à fait. Elle ne nous obéit pas. Par contre, on peut l'orienter. On peut l'inciter à produire ou plutôt la réduire, enfin la ralentir. Et l'engrais vert est un puissant moyen de piloter, entre guillemets, l'usine du sol. Entre deux cultures, s'il n'y a rien, ni plantes spontanées, ni engrais vert, l'usine du sol continue de produire. Si les conditions météo sont bonnes, elle produit, elle dégrade l'humus, et il y a des éléments minéraux qui sont libérés. Où ils vont aller s'il n'y a pas de plantes pour les récupérer? Eh ben, ils sont entraînés s'il pleut, ils sont entraînés en profondeur dans le sol, ils sont perdus. Là, c'est ce qu'on appelle la lixiviation, dont on parlait tout à l'heure. Donc l'engrais vert, il a aussi ce rôle-là, c'est d'éviter que l'usine du sol travaille à perte. Parce que lui, l'engrais vert, il récupère les éléments minéraux qui sont produits et puis il les met dans ses tissus. Et quand on va le détruire, cet engrais vert, ou quand il va se détruire tout seul par le gel, par exemple, ces éléments nutritifs sont redonnés au sol sous une forme très intéressante et les cultures en profitent. Donc il a évité que ce soit perdu et en plus il a eu le bon goût de mettre ça, de faire le cuisinier pour la plante, de lui préparer des éléments nutritifs. Donc ça c'est aussi un des rôles importants de l'engrais vert. On peut lui trouver d'autres rôles, ça peut être un abri à gibier. Et l'engrais vert peut jouer un rôle positif dans l'apparition ou la réapparition de certaines populations de petits gibiers. Donc il a un rôle important à jouer aussi sur ce plan-là. Il peut aussi être une source de revenus pour l'agriculteur, hein, parce qu'on peut faire des engrais verts, les récolter à graines, et puis après, si on en a trop, on les commercialise. L'engrais vert, c'est vraiment une sorte de couteau suisse qui a plein de rôles possibles.
Et donc, il faut, en fonction de la situation où on se trouve, essayer de trouver les meilleures utilisations possibles du couteau suisse en question. À condition d'en connaître auparavant le fonctionnement et les bases, évidemment, bien entendu. Là, le mec blasé de la vie. Avec la pelle. Du coup, l'engrais vert, 6 mois après. Du terrain. On va le détruire à la planche. Poser une bâche comme là, par-dessus, en double bâche. Donc la bâche de salade posée dessous. Une autre bâche pour occulter les trous de la bâche à salade. On va laisser fermenter pendant 15 jours, 3 semaines. Le temps que ça meure bien. Donc ça c'est le stade d'extraction de l'engrais vert sur la graminée. On a la floraison à étamines. Tu vois? Donc on a les étamines qui sont sorties. Et du coup à ce stade-là, la graine, elle n'est pas du tout formée en fait. On est dans l'ensemencement de l'ovule en fait. Et du coup la graine n'est même pas au stade de formation. Après ce stade-là, en fait, la graine peut continuer à se former. Et la plante devient avec un céssurène de plus en plus élevé, quoi. Donc là, à ce stade-là, juste couché à ce stade-là, avec la bâche, ça ne se relèvera pas. Donc là, on va passer la planche. Juste passer la planche à 2. Donc, hop. Ouais, tiens, regarde, tu vas voir. Le truc, c'est en fait, la ficelle te permet de soulever le pied. Ah, ok. Tu vois? Okay. Et toi, en fait, tu avances et tu fais ça. Et là, je comprends mieux qu'on va plus vite que la tondeuse. Ah ben tu vois un peu la vitesse où on va. Ah, Tu t'as vu à la vitesse où on va. tu vas plus vite que moi. Oui, c'est normal, parce que moi j'ai l'habitude, toi tu découvres. Ah. J'ai l'habitude. Ah ouais. Toi c'est la première fois que tu le fais, quoi. Donc. T'as vu la gueule que ça avait quand on l'a repris? Ouais. Et commencer maintenant avec 2 engrais verts. Tu vois la densité des plantes, la propreté. Il y a presque, tu vois, il y a un rumex sur le bord, il y a les orties qu'on a balancées. Ouais, il y a presque plus de rumex. Ouais. Il y a presque plus de rumex et tu vois, il y a un chardon là qui traîne. Et là, le coup de la planche, le coup de la bâche, ça va finir de tuer. Ça va finir tout tuer. Et donc l'année prochaine, ça sera propre là. Quand je vais ressemer la prairie, si ça a marché le coup des courges et de ça, quand je vais le remettre en place, ça va être super beau, quoi. Et la rapidité. Top chrono. Avec la tondeuse, t'aurais bourré en plus là-dedans. J'aurais bourré, j'aurais couché. Et en plus, le problème de la tondeuse, c'est que on broie en plein de petits morceaux et donc on précipite la fermentation. Ouais. On l'accélère. Et du coup, il peut y avoir du gaspillage. Ouais. Alors que là, en fait, il va y avoir un temps d'inertie, la destruction qui va bien par rapport au fait que je vais dégager la bâche doucement, en fait. Tu vois, tout doucement. C'est-à-dire que ici, quand j'arriverai ici avec mes salades, ça sera le mois d'août, en fait. Et là, on est au mois de mai, on est mi-mai. Oui, mais ça aura eu le temps de bien fermenter. Ça va bien fermenter, la terre elle va être super grumeleuse là-dessous. Tu vois, là-bas, quand on va commencer à planter, ça va être encore un peu brouillon. Mais déjà, la fois d'après, la terre va être belle. Et après, ça va être, ça va être hyper facile à planter. Et il y aura 0 désherbage sur la salade. Ça sera plantation-récolte, quoi. Avec ce plateau là. Ouais. Regarde. Elle est repartie. Ouais.
Et reparti. Hop, la magie du végétal. Associé au travail du sol quand même sur ce coup-là. Oui. Le travail du sol associé à la force du végétal, et bien, ça a régénéré l'endroit. On va voir maintenant avec la pousse. Tu vois, hop, on sort. Et hop, ça s'effrite. Tout seul. On a encore besoin de la bâche. Parce qu'on voit qu'il reste encore plein de plantes dégueulasses. Type les dégueulasses, c'est un peu dur pour elles. Des plantes qui expriment que l'endroit n'est pas rééquilibré. Donc on a encore des chardons, quelques liserons qui sortent. Du coup, le couvert végétal dessous de l'engrais vert pourrait suffire pour planter sans bâche. C'est-à-dire on pourrait sortir complètement la bâche et avoir un joli paillage. Comme là-bas au fond, là, tu vois, si on le soulève, on voit qu'en fait c'est un joli paillage qu'il y a dessous. Mais comme il y a encore la présence de plantes qui témoignent que le sol n'est pas au top, et du coup le fait de maintenir la bâche, ça permet d'avoir de bonnes conditions de plantation et après de ne pas être tout l'été en train de désherber les cultures. Et du coup ça fait un temps. Tu vois, donc du coup on aurait largement assez de paillage pour planter sans être embêté par les annuelles. Oui. Tu vois. Mais le problème c'est qu'on a des vivaces qui sont encore dedans. Là tu vois, on voit là, il y a de la renoncule, il y a encore du liseron. Là-bas on le voit encore plus, là, regarde, la touffe de liseron que tu n'as pas le filmé. Et du coup, si on était sur quelque chose qui est comme ça, en fait partout, on pourrait basculer sur la suppression de la bâche. Mais à partir du moment où on commence à voir ce genre de choses qui apparaissent, du liseron et autre chose, en fait, la sécurité c'est la bâche en fait. Et ça permet de maintenir une activité maraîchère qui nécessite quand même des surfaces conséquentes pour dégager un revenu, tu vois, mais qui ne soit pas chronophage, avec du désherbage, qui est plutôt épuisant, fastidieux et des fois moralement difficile à supporter parce qu'en fait quand on est débordé, nos cultures sont détruites. Alors que la bâche tissée va nous permettre de limiter le désherbage et d'avoir une garantie de récolte parce que on a un sol qui a été restructuré par l'engrais vert, donc ça va nous donner la possibilité de faire quelque chose de productif, et la bâche qui nous garantit qu'il n'y aura pas d'enherbement. Et du coup, au niveau du moral, du temps de travail et tout, ça va être plus supportable. Mais à terme, on peut imaginer qu'avec une meilleure maîtrise des rotations de culture, des mouvements, de la culture de la plante, de la force de la plante, on va pouvoir avoir des sols où les liserons vont disparaître, les chardons, tout ça vont disparaître, et donc on pourra supprimer la bâche et planter directement dans le paillage, en n'ayant pas plus de temps de travail. Parce qu'on ne repassera pas derrière pour enlever l'herbe, mais il n'y en aura pas. Et c'est vers ça que je cherche à tendre, en fait. Par ces rotations de culture, avec l'animal, la prairie, et toute la complexité qui se met derrière. Et apparemment ça marche. Et ça commence à venir. Vu ce que c'était à l'automne, quand on a préparé les sols avec les chardons, les orties et tout le reste, on est déjà quelques mois après avec quelque chose d'un bien meilleur état, quoi. En ayant peu d'intervention mécanique, somme toute. On est passé une fois au vibro et une autre fois au vibro. On est passé 2 fois au vibro. Ouais, 2 fois au vibro. Ouais. Deux fois au vibro, 2 périodes. Et voilà. Mais l'année prochaine, quand la culture va être finie, on passera pas au vibro là. Directement, on sèmera la prairie dans le reste du paillage qui est là, comme ici à côté, quoi. Voilà. Donc, pour les... La pratique des engrais verts influence le développement du monde microbien. Alors ça, c'est aussi une chose qu'on peut développer et que j'ai formalisé, moi, sous la forme du rapport des sucres, de la cellulose, de la lignine et de l'azote. Les végétaux sont constitués essentiellement de glucides. Les glucides, c'est carbone, hydrogène, oxygène, CHO. Si on ajoute de l'azote, ça fait une protéine. Protéine, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Les glucides sont plus ou moins, entre guillemets, durs. L'écorce d'un arbre, ou le bois d'un arbre, c'est un glucide. Il est constitué d'un certain type de molécules.
La salade qu'on mange au dîner ou au déjeuner, c'est également un glucide. On mange plus facilement une feuille de salade qu'une plaque d'écorce de sapin. Pourtant, dans les deux cas, ce sont des glucides. Dans le cas de l'écorce de sapin, c'est de la lignine. C'est-à-dire que les atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène sont associés sous forme de très grandes molécules, et en plus difficiles à casser. Dans le cas de la salade, c'est aussi du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, mais sous forme de molécules beaucoup plus petites, bien plus faciles à casser et à digérer. Dans la nature, dans le sol notamment, il y a des organismes qui sont capables de digérer la cellulose. Et puis il y en a d'autres qui sont capables de digérer la matière verte de la salade par exemple ou de l'herbe, mais qui sont bien incapables de digérer la cellulose. Donc selon le type de matière organique qu'on apporte au sol, on favorise tantôt une catégorie de micro-organismes, tantôt une autre. C'est pour ça qu'il faut que j'accorde beaucoup d'importance au rapport entre les sucres, qui sont les glucides à petites molécules, les hémicelluloses et la cellulose, qui sont des glucides avec des molécules un peu plus grandes, et puis la lignine, qui est le glucide avec les plus grandes molécules, donc les plus dures à digérer. Et puis à ça, j'associe l'azote. Si ce rapport n'est pas bon, la nature va chercher à le rééquilibrer spontanément. Supposons par exemple qu'on ait trop de cellulose par rapport au sucre. Si le sol est bien vivant, il va réagir en favorisant les, entre guillemets, mauvaises herbes qui vont apporter l'élément qui manque. Si par exemple on manque de sucre, et si on a beaucoup d'azote, on risque de favoriser le mouron par exemple. C'est ce qui se passe dans les jardins. Dans les jardins, on a souvent beaucoup de mourons parce qu'on met beaucoup d'azote sous forme de compost, par exemple. Et donc à ce moment-là, le sol se dit, bon, ça va bien, on reçoit beaucoup de carbone sous forme de compost, donc du carbone déjà bien élaboré, assez dur. Et puis on reçoit aussi de l'azote sous forme d'engrais organique. Mais on voudrait bien, nous, des sucres un peu plus simples, quoi. Hein. Donc on va faire pousser des plantes qui vont nous donner des parties tendres, comme le mouron. Et le mouron, en plus, lui, il apporte de l'azote. Si dans une parcelle, on cultive beaucoup de légumineuses, de trèfle, par exemple, de trèfle violet, on a tendance à manquer un peu de cellulose. À ce moment-là, il se passe quoi? Les mécanismes naturels tirent la sonnette d'alarme en disant « nous, on manque de cellulose ». On active les réserves de graines de rumex, qui, avec leurs puissantes racines, lignifiées, vont nous donner la cellulose qui manque, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si le rapport des sucres, de la cellulose et de l'azote n'est pas bon, on a tendance à favoriser les proliférations de plantes spontanées qui apportent les éléments qui manquent. Et à ce moment-là, on se pénalise parce que on favorise l'envahissement des cultures par ces plantes-là. Donc l'agriculteur qui a un rapport sucre-cellulose-azote qui n'est pas bon, il se complique la tâche au niveau de la flore spontanée. Mais alors le problème, tu vas me dire, c'est que quand on a des cultures, elles ont un certain rapport sucre-cellulose-azote qu'on ne choisit pas forcément. On choisit une culture parce qu'elle se vend. Et c'est là que l'engrais vert devient utile. C'est qu'on choisit à ce moment-là l'engrais vert en fonction du terme du rapport sucre-cellulose-azote qu'il va favoriser. Si par exemple on manque d'azote, on cultive des légumineuses qui en apportent. Si on manque de sucre, on cultive des engrais verts qui apportent les sucres qui manquent. Si on manque de cellulose, on cultive les engrais verts qui apportent la cellulose qui manque. Donc là, on a un facteur de choix des engrais verts qui est très important et souvent sous-estimé. Il faudrait rajouter autre chose, c'est que si par exemple on manque de sucre dans un sol, comme je viens de le dire, on essaye de cultiver les plantes qui en apportent. Mais il y a un deuxième facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que la plante au cours de sa vie, elle est d'abord riche en sucre, et puis elle s'enrichit progressivement en cellulose au fur et à mesure qu'elle vieillit. Donc, alors, il y a des plantes qui ont une tendance sucrée, l'avoine par exemple, elle a une tendance à être sucrée toute sa vie. Le seigle, il a tendance à être cellulosique toute sa vie. Mais il n'empêche qu'un seigle jeune est riche en sucre. Donc ça veut dire que si on veut enrichir son sol en sucre, si on veut que le rapport sucre-cellulose-azote soit plus riche en sucre, il faut non seulement
cultiver des engrais verts qui naturellement apportent des sucres, mais en plus il faut les détruire quand ils sont jeunes, c'est-à-dire au moment où ils sont les plus riches en sucre. J'espère avoir été à peu près clair, mais ça c'est un facteur de choix très important qui est rarement pris en compte et sur lequel j'insiste habituellement beaucoup. Et j'ai été influencé en cela par mon ami Jean-Marie Roger, que j'évoquais tout à l'heure, qui lui vraiment m'a fait mettre le doigt sur cette affaire-là, qui est peu évoquée, enfin à ma connaissance, hein, qui est peu évoquée dans la littérature technique et par les vulgarisateurs en général. Alors, les petites salades. Suspense. Donc, plantation récolte. Plantation récolte. Joli. Hein. Ouais. 2 engrais verts, tu vois. Il n'y a pas de brémia. C'est pas pourri. De Rémia. Brémia, c'est le milieu de la salade. Ah oui. Et on a des jolis carmen là. Ça va faire presque 1 kilo. Et donc derrière un nouvel engrais vert, je sors la bâche, je mets un engrais vert. Et je ferai des carottes l'année prochaine ici. Ok. Parce que la bâche va m'avoir à la fois fini de tuer les vivaces, l'engrais vert va continuer à structurer. Et du coup quand je vais faire mes carottes l'année prochaine, j'aurai une terre où il n'y aura plus de vivaces dedans. Ouais, là il y en a encore un petit peu quand même qui apparaissent, mais dans Vivaces, là on a quoi en vivaces? Là c'est des annuels tout ça. Au pied, la seule vivace qui reste c'est celle-là. l'ortie. L'ortie sur le bord. Si on les avait balancés sur le bord là. Ouais. Et sinon j'en vois pas d'autres vivaces. Si. Le rumex. Ah oui. Le reste le rumex. Et quand Après on a des sols. On a des sols qui sont limon-argileux. On n'est pas sur de l'argile compactée et tout, donc on a des sols qui, avec un léger travail du sol et la remise en place de racines, se régénèrent vite. Il y a des sols, il faudra peut-être plutôt passer par la prairie, comme en face là-bas, avec des cycles plus longs, peut-être maintenir le travail du sol sur la prairie. Ce ne sera pas aussi simple de le remettre en état, quoi. C'est pas parce que ça a marché là que ça marche systématiquement pour tout le temps et partout, quoi. En tous les cas, là, dans ce cas de figure, ça a marché. Tu vois, c'est pas un individu qui est joli. Elles sont toutes comme ça quasiment. Toutes bien paumées là. Les amapiens vont se régaler avec ça. Et tu vois, c'est des salades qui, parce qu'en fait l'endroit est en santé, peuvent vieillir sur le champ. Ah oui. Il y a des modèles de culture où en fait la plante rapidement elle attrape ce qu'on appelle le brémia. Avant même de se paumer, elle attrape le brémia dessous et du coup il faut les couper super jeunes. Tu peux pas les laisser maturer comme ça en fait. Si tu vois là elles maturent vraiment, elles arrivent, elles font carrément une pomme. Tu vois, elles sont paumées là. Là c'est paumé quoi, c'est carrément des petits choux en fait que tu as. Et du coup ça, des salades comme ça, elles ont la qualité d'être matures. Tu vois, le fait de paumer, c'est presque devenir un fruit quoi, tu vois, elles mûrissent là. La salade elle est en train de mûrir là. Et du coup cette salade là, les feuilles de périphérie, il n'y en a pas beaucoup qui sont abîmées, tu vois, il y en a quelques-unes, et c'est plutôt par le manque de lumière qu'elles meurent. C'est pas lié à un pourrissement qui remonte du sol. Il n'y a pas de maladie cryptogamique type brémia dans cette salade-là. Du coup, tout est bon quasiment jusqu'au bout. Et on a des salades qui sont à la fois avec un peu d'amertume en bordure et craquante. Et plus tu vas vers le cœur, à la fois craquante et sucrée, parce qu'elles sont plus repliées sur elles-mêmes et qu'il y a moins de lumière qui les frappe, tu vois. Et du coup, quand tu te mets ça en salade dans une assiette, tu vas avoir une palette de goût énorme sur la même salade. Alors que quand tu les cueilles plus jeunes, parce que tu as peur qu'elles attrapent le brémia et qu'elles attrapent le brémia, tu vas te retrouver avec des salades plus comme ça. Là. Des salades qui n'ont pas encore la pomme. Elles sont pas matures en fait. En plus gros forcément. Comme celle-là, là, tu vois là. À côté, ouais. C'est la bande d'après, ça c'est celle qui va être récoltée la semaine prochaine ou la semaine d'après. Là, on est sur la densité salade. Hein. Du coup, on est à 25 cm entre salades. Ouais. C'est la densité de la salade, ça. C'est la densité de la laitue.
Si tu fais des chicorées, ça prend beaucoup plus de place. C'est le royaume des champignons, là, tu vois, la possibilité que les champignons s'installent. Et donc pour moi, je pense que l'équilibre microbien de la feuille est déterminé par l'équilibre microbien du sol. Donc si on a quelque chose qui tend à aller vers les champignons, ça profite dans le sol. On aura plus facilement des champignons qui vont attaquer les feuilles vieillissantes. Si on a plutôt des moisissures dans le sol, on va se retrouver plutôt avec des pourritures qui vont remonter dans la plante. Et par contre, si on arrive à avoir un monde microbien dans lequel on est plutôt sur les symbiotiques, tu vois, les champignons symbiotiques et les bactéries lactiques, en fait, on va avoir une santé qui va se traduire jusque dans la feuille et dans le risque de contamination. C'est important de penser la microbiologie des sols jusqu'à la microbiologie des maladies, en fait. Et qu'il y a une équivalence entre les vies microbiennes du sol et les vies microbiennes des pathologies. Oui. Tu vois. Oui. Les plantes, par leurs racines, ont une action sur la structure du sol. Donc inévitablement, qui dit structure du sol, dit circulation de l'air et de l'eau. S'il y a circulation de l'air et de l'eau, nos travailleurs bénévoles du sol, quels qu'ils soient, peuvent s'abreuver et respirer. Donc la plante joue là un rôle essentiel. Elle joue un rôle également par le biais de ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des rapports des sucres, de la cellulose et de l'azote. C'est-à-dire que si les plantes apportent beaucoup de sucre, ce sont les bactéries qui décomposent les sucres qui sont favorisées. Elles ont beaucoup à manger. Si la plante apporte beaucoup de cellulose, ce sont les bactéries qui apportent la cellulose qui sont favorisées. On les appelle les bactéries cellulolytiques. Il y en a toute une série. Si on apporte beaucoup de lignine, eh ben ce sont les organismes qui composent la lignine qui sont favorisés, notamment les champignons, puisque ce sont les champignons qui décomposent la lignine. Donc les engrais verts, par ce biais-là, ont une influence sur la composition de l'activité biologique du sol, et on peut, par le biais des engrais verts, piloter, en toute modestie, on peut en tout cas influencer l'activité biologique du sol. Il y a les engrais verts, il y a leur nature, mais il y a aussi la façon dont ils les incorporent au sol. Si on les enterre par un labour, si on enterre un lit de matière végétale par un labour à 20 ou 30 cm de profondeur, ben on risque de ne pas avoir suffisamment d'air. Donc les bactéries, enfin les organismes qui vont se développer, ce seront des organismes qui peuvent vivre avec peu d'air. Mais enfin la manière en tout cas dont on incorpore l'engrais vert au sol joue un rôle important sur l'activité biologique qui décompose cette matière organique. Selon que c'est mis en surface, à mi-profondeur ou à grande profondeur, on a des types d'activités microbiennes différentes qui sont stimulées. Et il peut se faire aussi que on a tellement enterré les matières organiques et on les a tellement mises à l'abri de l'air qu'elles sont comme plus ou moins fossilisées, c'est-à-dire elles n'arrivent pas à se décomposer. Et à ce moment-là, on a des composés toxiques qui apparaissent comme le sulfure d'hydrogène par exemple, parce qu'on a affaire à des organismes qui ne trouvent pas d'air, donc ils n'ont pas d'oxygène, et qui peuvent le prendre dans les composés du sol. Ils peuvent par exemple transformer des sulfates SO4 en sulfure SO3 en prenant un atome d'oxygène dedans. Et à ce moment-là, on peut voir apparaître des composés toxiques qui sont dangereux, y compris pour l'espèce humaine d'ailleurs. L'exemple classique, enfin classique, je ne sais pas si c'est classique, mais que je donne souvent, c'est celui de la pollution par les algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc. On a des algues vertes qui s'accumulent, dues à la pollution, par les nitrates et les phosphates. Il y a une couche dure qui apparaît au-dessus, donc en dessous il n'y a pas d'air. On est en milieu anaérobie, du sulfure d'hydrogène se forme. Tu marches sur le lit d'algues vertes, ça fait des trous. Le sulfure d'hydrogène se dégage et c'est très dangereux. Il y a des gens qui sont morts, paraît-il, de cette façon-là. En tout cas, il y a au moins un cheval qui est mort, et des sangliers. Tout laisse croire qu'en marchant sur les algues vertes, ils ont laissé dégager le sulfure d'hydrogène. Et le sanglier, c'est un animal, il n'a pas forcément compris ce qui se passait. Il n'est pas parti suffisamment tôt et il est mort d'asphyxie.
jours. Et binocle. Salut ma bibi. Salut ma bibi. Je marque le truc. Comme. Alors, une question importante, effectivement, c'est est-ce que l'engrais vert est indispensable et surtout, est-ce que l'élevage est indispensable? C'est ce que je perçois dans ta question. Alors non, l'élevage n'est pas indispensable, au moins sur le papier et même dans la réalité. Personnellement, j'ai cultivé pendant plus de 40 ans des céréales sans pratiquer l'élevage. L'élevage des vaches, des moutons, etc. Bon, il y a quelques animaux ici, mais c'est plutôt pour l'autoconsommation et il ne concerne qu'une toute petite surface. Alors donc c'est possible, oui, de pratiquer l'agriculture sans élevage. Est-ce que c'est souhaitable? Non. Parce que si on a de l'élevage, c'est quand même beaucoup plus facile. L'élevage apporte deux choses très importantes, c'est la prairie et le fumier. La prairie qui permet d'améliorer un aspect dont on n'a pas parlé, mais qui est très important, c'est la rotation culturelle. La succession des cultures les unes par rapport aux autres, c'est un truc très important et ça mériterait un développement évidemment, mais en tous les cas, il faut savoir que c'est important. Et donc, la prairie comme tête de rotation, c'est irremplaçable. Bon, il y a des choses qui s'en approchent, mais ça n'atteint pas le niveau d'intérêt de la prairie. Pâturée, ou même pas pâturée à la limite, mais la prairie. Si c'est broyé sur place, c'est bien. Si c'est pâturé, c'est encore mieux, parce que l'animal apporte des choses particulières. Mais l'important, c'est la prairie, plus que l'animal, dans l'optique que j'évoque là. Et la deuxième chose qu'apporte l'élevage, c'est le fumier. Le fumier qui permet d'une certaine manière de transférer la fertilité d'une parcelle sur une autre. J'ai une parcelle bien fertile, j'ai fait une bonne récolte de céréales, j'ai de la paille, avec la paille je fais le fumier, et ce fumier je le mets dans ce champ-là qui est moins fertile. Donc il y a comme un transfert de l'un à l'autre. Il n'y a pas une création, je n'ai pas inventé ou créé à partir de rien des éléments nutritifs, mais je leur permets de circuler sur ma ferme. Et ça c'est très important. Et puis le fumier, il est aussi quand même assez riche en organismes de toutes sortes, donc ça contribue à ensemencer le sol d'une certaine façon. Ça l'aide à renforcer son activité microbienne. Mais la question subsidiaire à laquelle on ne pense pas, c'est est-ce que l'agriculture sans élevage existe? On pourrait dire que non, d'une certaine façon. Parce que moi qui n'ai pas eu d'animaux au sens de l'élevage habituel, j'en avais plein dans mon sol. Mais c'est un élevage qui n'est pas un élevage, comment dire, agricole. Mon cheptel à moi, il est dans le sol. Hein. Ce sont les vers de terre et toutes les bestioles qui y vivent. Donc, l'agriculture sans élevage est possible, oui, mais sans élevage absolu, non. C'est-à-dire que on peut faire de l'agriculture sans élevage agricole, mais on ne peut pas faire une bonne agriculture sans élevage du tout. En comprenant sous le terme d'élevage l'activité animale qui se trouve dans le sol. Il y a eu des tentatives, hein, on peut faire de la culture hydroponique, où il n'y a pas d'élevage évidemment au sens agricole du mot, et où il n'y a pas non plus ni bactéries, ni autres organismes du sol. On peut arriver à faire des tomates comme ça, et on peut même arriver à faire des tomates qu'on ne traite pas. Parce que si c'est enfermé dans une serre, on est à l'abri des influences extérieures, et c'est d'ailleurs un des arguments qui est utilisé par les tenants de la culture hydroponique, c'est de dire, vous voyez, nous on ne traite pas, hein, on fait du bio. Mais c'est pas du bio quand même, hein, parce que il y a tout un tas de choses qui ne sont pas réunies dans la culture hydroponique, et qui sont sûrement très importantes, et donc on n'en connaît pas bien toutes les implications au niveau de la qualité au sens général de l'aliment. Donc, oui, la culture sans élevage agricole est possible. Elle est plus difficile par contre, parce que comme on n'a ni prairie ni fumier, c'est plus difficile de maintenir son assolement et sa rotation. Mais l'agriculture sans élevage, en signification absolue du mot, n'est pas possible. Ou alors si on l'a fait,
on prend des risques, comme dans le cas de la culture hydroponique, mais là, on peut cultiver des tomates ou je ne sais quoi en culture hydroponique. On ne fera jamais des grandes cultures de céréales, par exemple, en culture hydroponique, de la façon dont on le fait pour les tomates ou les poivrons ou je ne sais quoi, qu'on cultive sous serre sur des solutions nutritives. Si on ne pratique pas du tout l'élevage, donc on n'a pas le fumier, on n'a pas la prairie et on n'a pas non plus l'ensemencement, effectivement, par des bactéries de la panse des ruminants qui sont intéressantes pour le sol. Eh ben, ce serait mieux parce qu'il y aurait un meilleur fonctionnement du sol et il y aurait probablement des rendements plus élevés, je pense. Des rendements moyens, évidemment, plus élevés. Donc ça, c'est un moins, mais ce n'est pas un moins suffisant pour provoquer l'échec. Disons que si on a ça, c'est un plus, mais c'est un plus par rapport à quelque chose qui peut être de niveau variable et qui peut être d'un bon niveau quand même. Alors, c'est pas une doctrine de ma part, hein, c'est une constatation dans la réalité. Je connais pas mal de gens qui font de la culture bio sans élevage et qui ont des résultats convenables, qui seraient sans doute meilleurs, ces résultats, s'il y avait de l'élevage. Mais ils sont quand même convenables. Convenables en quantité, convenables en qualité et convenables en durabilité au sens exact du mot. C'est-à-dire que les techniques qui sont pratiquées peuvent durer dans le temps. Là, on est en fin février 2024. Derrière la salade, on a mis un engrais vert de Faverolles pour faire une carotte. Donc une carotte semée au mois de début juillet 2023. Donc c'est la carotte qui a été récoltée cette année, quoi. Donc c'est du semi-direct sous couvert, la carotte. Il n'y a pas eu de travail du sol au moment. Ça a été semé dans les camps de Faverolles, tué à la bâche. Il y a eu 2 désherbages à la main. Et à l'automne, vers le mois d'octobre, s'est mis à pousser en quantité importante la luzerne arabique, au point de se transformer en couvert végétal. Donc on a une terre qui est en train de se préparer pour une culture potentiellement. On a la luzerne arabique qui est plutôt indicatrice de quelque chose qui va vers le jardin. Et elle a couvert tout le sol d'une manière homogène. C'est-à-dire qu'on n'a plus que la luzerne arabique qui a poussé quasiment. Ça témoigne que, mine de rien, entre le moment du chien-dent, toute la panoplie des terres compactées, il y a tout le travail qu'on a fait tout en faisant des cultures et des couverts végétaux, a quand même réaéré ce sol et a permis de le ramener à ce stade d'une jachère qui est quasiment engrais vert, quoi. Même si c'est un concours de circonstances. Donc c'est ça qui est de remarquable dans cette situation-là. Ce que l'on peut remarquer, c'est que malgré tout, le sol n'est pas quand même au mieux de sa forme, encore parce qu'on voit apparaître quand même une densité relativement importante, même si elle n'est pas catastrophique, de rumex. Et donc ça, le rumex, ça témoigne qu'il y a encore des zones de compactage en profondeur, et une circulation de l'azote qui est un peu arrêtée, quoi. Quelque chose qui se bloque plutôt sur les nitrites. Du coup, on peut peut-être mettre un coup de bêche, je sais pas, un endroit où il y a une belle luzerne arabique, pour voir. Voilà, là c'est un peu plus joli, mais rapidement, vous voyez, on arrive sur les plaques, là. C'est pour ça qu'il y a les rumex qui arrivent. Parce que cette qualité de structure, c'est pas bon en fait. On est sur une structure lamellaire, vous voyez, sous forme de lamelles comme ça là. Et du coup, ça, c'est des problèmes de compactage. Par contre, la luzerne arabique, elle, sur la surface, c'est structuré. C'est pour ça qu'elle a levé. C'est pour ça que la prairie serait la bienvenue dans un sol comme ça. Pour pouvoir, avec un travail du sol, pas un labour, ça ne servait à rien pour tuer le truc, mais plutôt un outil à dents qui descend dans de bonnes conditions pour fragmenter le sol. Un outil à dents pour faire quelque chose d'un peu plus profond et structuré, dans lequel on va introduire un tissu racinaire de cette qualité,
Voilà, là on a un joli tissu racinaire, c'est l'usine arabique qui fait ça. Donc avec des graminées qui seraient capables de faire ça, donc les datils, les fectuques, tout en mettant une fraction de légumineuses quand même, parce qu'on est sur des sols maraîchers et qu'on veut quand même de l'azote. Et progressivement, on doit pouvoir continuer à descendre cette partie structurée vers la profondeur, avec toute l'activité microbienne qui en découle, parce que un tissu racinaire de cette qualité-là, en fait, ou de cette densité-là, en fait, ça sous-entend beaucoup de sécrétion de sucre, des exudes racinaires, et beaucoup de micro-organismes en fait, qui se mettent en place. Or, ce sont ces micro-organismes-là qui sont facteurs de pédogénèse. C'est eux qui vont altérer la roche-mère. C'est eux qui vont transformer progressivement la partie minérale en partie argileuse. Et du coup, cette activité racinaire, il faut vraiment avoir souci de la faire rentrer le plus profond dans le sol, parce qu'en la faisant rentrer le plus profond dans le sol, en fait, elle va impulser un monde de microbiens qui ne pourrait pas être là si la plante ne pourvoyait pas en sucre. C'est-à-dire que le sol, c'est plus qu'un levain, en fait, c'est la pâte qui fermente. Et à l'intérieur de cette pâte qui fermente, je vais introduire des levains, et un des levains que je vais introduire, c'est le couvert végétal, en fait. Le couvert végétal va faire office de levain qui va faire fermenter la pâte terre pour former un pain délicieux qui va être la terre arable dans lequel je vais introduire mes semences et produire du légume, produire du blé, produire de la vigne ou produire quoi que ce soit en fait. Et même produire, c'est même pas produire en fait, on devrait utiliser, j'enchante la terre en fait, je ne la mets pas produire, je l'enchante comme un mage qui enchante quelque chose. C'est plutôt de cet ordre-là, on est dans du vivant en fait. Donc produire, ça a une valeur aujourd'hui qu'on utilise beaucoup, mais enchanter la terre en introduisant une qualité de fermentation avec un levain qui va être en l'occurrence là la luzerne arabique qui est venue spontanément, mais les couverts végétaux d'une manière intelligente, le travail du sol aussi, à un certain moment va introduire de l'air pour préparer la venue de la fermentation, préparer la venue de la plante. Et du coup voilà, donc pour dire que là le processus s'est mis en route. Ici, pour finir, le processus s'est mis en route, mais néanmoins, il a besoin d'être encore accompagné. Et avec la bêche, on se rend compte que même si la luzerne arabique témoigne qu'il y a un processus d'amélioration, on n'est pas encore à une terre de jardin qui est totalement régénérée et qu'il va falloir continuer à travailler avec des engrais verts et peut-être réparation et tout le reste qui va avec. Quoi. Quand même, pour dire. Donc, normalement, c'est suite encore dans 2-3 ans en fait. On était parti, tu sais, pour dire ouais, t'as vu, c'est super les luzernes arabiques. Et en fait, en déroulant le truc, on se rend compte, oui, c'est super, mais c'est pas fini quoi. Tu croyais au top? Non, pas au top, je suis loin d'être au top quoi. De toute façon, je pense qu'on peut pas arriver au top si on se rassemble pas dans des communs dans lesquels on installe un débat des passionnés quoi. Il y a vraiment besoin de la rencontre entre nous pour pouvoir développer des pratiques culturelles qui soient le plus enchanteresques d'un lieu, quoi, qui permettent de créer de la vitalité et du mouvement. C'est tellement complexe que seul, tu ne peux pas appréhender la complexité. C'est toute la force des communs, quoi, des communs de connaissances dans lesquels les gens se rassemblent et sur un thème précis travaillent à décortiquer le thème, et à l'apprendre pour après mettre en application. Et après, ce qui importe surtout, une fois qu'on a fait ça, c'est d'expérimenter avant de diffuser en fait. Tu vois, il faut rester très modeste et très humble par rapport à ce vivant. Mais moi aujourd'hui, je sais que mon allié c'est la plante. Dans mon jardin, je l'ai constaté. J'ai vécu pendant des années en me disant la plante, autre que la plante cultivée, ben, c'est plutôt un combat contre elle, quoi, parce que c'est la mauvaise herbe. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. C'est mon allié, en fait. C'est mon allié. Et du coup, c'est en travaillant avec elle que je me simplifie la vie et que je bosse moins, quoi. Fait que j'ai moins de travail besogneux, en fait. Besogneux. À la fin du 19e siècle, on comptait en France environ 5 millions d'exploitations agricoles. À la fin du XXe siècle, 100 ans plus tard, on en comptait à peu près 500 000. Ça veut donc dire qu'en 100 ans, le nombre de fermes en France a été divisé par 10. C'est considérable. Certains experts nous disent que dans un siècle, ou peut-être moins, il n'y aura plus que 500 000 exploitations également. Mais là, ce n'est plus à l'échelle de la France, c'est à l'échelle de la planète.
Donc 500 000 exploitations à l'échelle de la planète, couvrant chacune entre 4 000 et 8 000 hectares, seraient, soi-disant, susceptibles de nourrir l'ensemble de la planète. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Peut-être, certains le veulent-ils. Moi, j'ai un point de vue différent. Les défenseurs d'une agriculture naturelle ont un point de vue différent. Nous voulons un territoire occupé par des fermes nombreuses, diversifiées et qui emploient beaucoup de monde et fassent des produits de qualité dans une nature préservée. Est-ce que je me suis senti seul? Oui, à certains moments, effectivement. Par exemple, quand j'étais à l'ENITA de Bordeaux, c'est vrai qu'il y avait une part d'isolement, enfin de solitude par rapport à tout le système qui m'entourait. Surtout qu'on était quand même un petit groupe, hein, on était 3 ou 4, donc il n'y a pas besoin d'être nombreux pour se sentir épaulé. Il suffit que les gens qui nous épaulent soient bienveillants, qu'ils soient honnêtes et des amis, enfin au moins des collaborateurs fidèles. J'ai pu ressentir un sentiment d'isolement par contre, ce qui n'est pas la même chose. Par exemple ici, quand je suis arrivé, donc c'était en 1979, j'ai mis la ferme en bio dès le départ, et là j'ai ressenti un sentiment d'isolement par rapport aux gens qui ne comprenaient pas, quoi. Pour eux c'était complètement exotique de vouloir rejeter les engrais, les produits de traitement, alors que pour eux c'était un progrès. Hein. Et donc là, il y a pu y avoir un sentiment d'isolement. Mais enfin, ça ne m'a jamais vraiment trop gêné. Je ne me suis jamais vraiment senti en danger de ce point de vue-là. Par contre, j'ai quand même souffert d'un certain ostracisme de la part de certaines organisations agricoles, et même encore maintenant. Mais bon, j'y suis habitué, ça ne me dérange pas vraiment, quoi. Ça me gêne parce que ça veut dire que nos idées restent trop minoritaires. Mais sur le plan purement personnel, je ne peux pas dire que ça m'affecte. J'en ai pris l'habitude et je serais presque étonné si ce n'était pas le cas, quoi. Si mes idées devenaient minoritaires, je dirais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème tout d'un coup ou est-ce que c'est une bonne chose, quoi? Fajare dibiye, fajare dibiye, fajare dibibaye, dibiko kawakoe. Fajare dibiye, fajare dibiye, fajare dibibaye, dibiko kawakoe.